Bonjour à tous, merci beaucoup d'être restés pour cette dernière session de la journée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Moi je m'appelle Julien Roy, je suis software architecte chez Bankin et aujourd'hui je voulais vous partager comment l'outil Ghost nous a grandement aidé à améliorer nos mises en production. Bankin, c'est quoi? Globalement, la mission, on aide nos utilisateurs à gérer leur argent. Donc pour ça, on fait plusieurs choses. On fait de l'agrégation bancaire, c'est-à-dire pouvoir rassembler toutes les données de tous ces comptes bancaires, de toutes ces banques dans une seule application. On va donner des conseils aussi, qui sont indépendants des banques. Donc en fonction de votre profil, on va pouvoir vous aiguiller vers telle ou telle banque, ou tel prêt, ou tel service financier. Et on a aussi une interface de virement et de paiement qui est unifiée. Donc on va pouvoir faire des paiements ou des virements, peu importe sa banque, ou même entre deux banques, de manière simple et unifiée. Et ça, on le fait en B2B, c'est-à-dire pour les utilisateurs, avec une application iOS, une application Android qui s'appelle Bankin, et on le fait aussi en B2B à travers une API SaaS qui s'appelle Bridge. Juste pour un petit ordre d'idée, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé l'app Bankin, la connaît ou l'a... Ok, cool. Techniquement, derrière, c'est principalement un back-end en Java. Il y a pas mal de bases de données, dont une principale, qui est une base de données MySQL qui fait à peu près 3 Tera de données, dont les plus grosses tables ont à peu près 2 à 300 millions d'enregistrements. Le hosting global est sur AWS et particulièrement les bases de données, cette base de données sur le service managé d'Amazon qui s'appelle RDS Aurora. Alors quel était le problème qu'on avait à résoudre durant nos mises en production? Bien sûr, un problème assez classique, on a une app grand public plus une API B2B, on ne peut jamais l'arrêter, on n'a pas vraiment de période où on va pouvoir éteindre le service, donc il nous faut des mises en production sans downtime. Alors, des mises en production de code sans downtime, on savait faire, et c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. Par contre, on le sait bien, une nouvelle feature, ça va souvent avec des modifications du schéma de la base de données, ajouter une colonne à une table, ajouter un index, peu importe. Et ça, ce processus-là, ajouter une colonne sur des petites tables avec MySQL, il n'y a pas trop de soucis. Sur des grosses tables, telles qu'on l'a évoqué tout à l'heure, quand ça fait 200-300 millions d'enregistrements, là ça pose des problèmes. Typiquement, il y a deux problèmes principaux qui se posaient à nous. MySQL doit locker la table pendant qu'il fait son opération. Donc pendant ce temps-là, il ne se passe plus rien. Donc si c'est court, il n'y a pas de souci. Quand il y a 200 ou 300 millions de lignes, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il va créer la table, la nouvelle table, dans son espace temporaire, il va copier toutes les données, et puis ensuite, il va nous rendre disponible. Ça, sur 2 à 300 millions de lignes, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Donc, voilà. Pendant pas mal de temps, ce qu'on a fait, je pense que ceux qui ont déjà eu ce genre de soucis ont fait souvent, c'est qu'on a créé une nouvelle table à côté pour nos nouvelles colonnes, puis on a fait une nouvelle jointure. Créer une table, c'est gratuit, en termes de temps en tout cas. Et puis à un moment, à force de faire ça, on s'est dit, on va peut-être quand même essayer de chercher autre chose, il y a sûrement un truc. Et donc on a cherché pas mal, et il n'y a pas tant de trucs que ça, il y a quelques outils, on en a évalué quelques-uns. J'y reviendrai tout à la fin pour vous montrer un peu les alternatives. Mais nous, on s'est arrêté sur un outil qui s'appelle Ghost, qui est un outil qui est écrit chez GitHub. Le principal contributeur, c'est Shlomi Notch, qui était du coup pendant assez longtemps chez GitHub, qui a contribué la majorité du code à cet outil, qui est maintenant dans une boîte qui s'appelle PlanetScale, qui fait un MySQL hyper scalable en SaaS, et qui a des features de ce type-là assez intéressantes. On peut faire une branche de sa base de données comme on le ferait avec Git.
Ils font bien sûr des migrations de schémas sans downtime, etc. Cet outil, c'est un outil du coup Ghost qui est open source, qui est sur le GitHub de GitHub. Et sa définition, c'est celle qu'on voit ici, il l'appelle Triggerless Online Schema Migration for MySQL. Le terme, si on cherche ce type d'outil pour d'autres bases de données, ou assez général si on cherche des alternatives, ce terme Online Schema Migration, il revient beaucoup. C'est ce qui s'appelle appliquer des modifications de schéma sans locker la base de données. Celui-ci, il a une petite particularité, on le verra après, il est triggerless. Pourquoi ils l'ont précisé? Parce que pas mal d'autres alternatives fonctionnent grâce à la pose de trigger sur la base de données. On va voir comment ils font autrement. Alors comment ça fonctionne? En réalité, ça fonctionne d'une manière assez simple et comme on pourrait le concevoir si on faisait un peu un outil manuel. Ce qui est là vraiment intéressant dans cet outil, c'est qu'il est battle testé chez GitHub, ils l'utilisent pour toutes leurs modifications de schéma et donc il est hyper robuste. Donc le fonctionnement il est assez simple. L'outil va commencer par créer une copie de la structure de votre table dans une table qu'ils appellent Ghost. Elle est vide, elle contient exactement le même schéma. Ensuite il va appliquer vos modifications, alter table, add colon. Donc on se retrouve avec une table Ghost qui a la structure telle qu'on le veut à la fin. Puis en parallèle il va faire deux choses. Il va commencer à prendre des blocs de la table originale pour les copier dans la table Ghost, qui est cachée pour le moment. Donc il va faire ça. On pourrait se dire, et ça suffit, une fois qu'on a fait ça, on a notre copie. Le problème, c'est que bien sûr, pendant qu'il se passe ça, ça peut prendre 5, 10, une demi-heure par exemple, il y a plein de nouveaux enregistrements qui arrivent, et on les a peut-être déjà dépassés. Donc pour ne pas perdre le fil, là où d'autres systèmes utilisent des triggers, justement, pour être informé quand il y a un nouvel ajout sur la table originelle. Ghost, lui, il utilise le mécanisme de réplication de MySQL, donc le même qui est utilisé quand un master est copié sur un réplica. En fait, ce mécanisme sur MySQL, il s'appelle le binlog, c'est-à-dire que le master, il écrit dans un fichier toutes les lignes qui ont été créées, toutes les lignes qui ont été modifiées, et en règle générale, les MySQL réplica vont lire ce fichier et se synchroniser grâce à ça. Et bien Ghost, lui ce qu'il fait, c'est qu'il fait la même chose, il s'abonne à ce fichier, il le lit, et comme ça, il est au courant de tous les ajouts, toutes les modifications, et il peut les appliquer. Une fois qu'il a fini de copier l'intégralité des données historiques, plus qu'il a récupéré toutes les données du binlog, c'est-à-dire tout l'historique qu'il y avait en cours, il va faire ce qu'ils appellent dans cet outil un cutover, c'est-à-dire qu'il va faire un rename atomique de la table Ghost vers la table originelle. La table originelle, il va la renommer en del, et la table Ghost, il va la renommer dans le nom. Et ce qui est vraiment aussi particulier à cet outil, c'est qu'avec l'utilisation de plusieurs tricks, il est capable de faire ça sans perdre aucune ligne. Il arrive vraiment à faire un switch atomique. Donc on n'a aucune perte de données. Et peu importe la volumétrie, nous on l'a testé sur des tables très utilisées, où il y a des centaines, voire des milliers d'enregistrements ajoutés chaque seconde, on n'en a pas perdu. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Comment ça s'utilise? C'est assez simple. C'est un outil écrit en Go, il est compilé, on a un binaire pour Mac OS X, un binaire pour Linux. On a quelques paramètres. Là, je vous ai mis juste les quelques paramètres strictement nécessaires. Donc, typiquement, on va lui donner les infos de connexion à la base de données, la table sur laquelle on veut appliquer une modification et le alter. Donc, il n'y a pas besoin de préciser alter table parce que de toute façon, on ne fait que des alters grâce à cette commande. On ne peut pas créer une table, on peut uniquement faire des alters. Parce que créer une table, il n'y a pas de problématique. Pas besoin d'utiliser cet outil. Donc là, typiquement, avec cet exemple, on va rajouter une colonne isDeleted à la table transaction. Alors on va essayer de faire une vraie démonstration, puis regarder un peu comment ça marche, comment l'outil se comporte. Pour ça, j'ai préparé une table transaction
dans un MySQL qui est sur ma machine, où j'ai inséré environ 2 millions de lignes, je crois, sur cette table-là. Elle a quelques colonnes. Donc voilà, ça représente un peu ce qu'on pourrait avoir chez nous, hein. Un user ID, un montant, des descriptions, etc. Et ce qu'on va faire, du coup, on va prendre exactement la commande que vous avez vue, on va lui demander de se connecter à mon MySQL local, d'ajouter la commande isDeleted à la transaction, et là j'ajoute un dernier petit paramètre où je vais lui préciser le postpone cutover. Ça veut dire avant de faire le switch, tu vas attendre que je supprime ce flag. Comme ça me laissera la main, j'aurai la table ghost, fantôme, qui sera là, je peux la vérifier. Je peux regarder par exemple si toutes mes lignes sont là, je peux regarder si la nouvelle colonne que j'ai ajoutée, elle est dans le bon format. Je peux même, dans cette nouvelle colonne, rajouter des valeurs par défaut par exemple, je vérifie qu'elle est bonne. Enfin voilà, on peut faire plein de vérifs avant de faire le switch. Si je l'exécute tel quel, en fait il ne va rien se passer, parce que le mode par défaut c'est un mode dry run. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier d'abord que le serveur MySQL, il a toutes les spécificités qui sont nécessaires pour que l'outil marche. On va revenir à la fin sur les requirements. Il va nous montrer aussi la table telle qu'elle sera. Donc on peut vérifier que le schéma qu'il va créer, c'est le bon. Donc c'est bien une table temporaire qui s'appellera underscore transaction GHO. Elle a bien notre code isDeleted, plus toutes nos autres colonnes, etc. Si je veux lancer l'exécution, je fais je rajoute execute à cette commande. Donc là, il va réellement lancer la migration. Il va toutes les secondes, puis quand ça fera 1 minute, toutes les 5 secondes, puis après toutes les minutes, etc. Il va nous afficher ce qu'il est en train de faire. Donc là, typiquement, il va nous dire qu'il a copié 12%, que pour l'instant, il n'a appliqué aucun changement du binlog, parce que là, il ne se passe rien, on ne rajoute pas de ligne, hein. Il essaye de nous calculer un temps estimé, donc là il pense qu'il va mettre à peu près 2 minutes. Il va nous informer aussi sur quel fichier binlog il est en train de lire, on le voit ici, streamer, 2 points, et puis le décalage entre les écritures dans la table et ce qu'il reçoit du binlog. Donc on sait si on est beaucoup en retard, par exemple s'il y a beaucoup d'événements dans le binlog en attente. Donc ça c'est ce qu'il est en train de faire. On peut aller regarder un peu les tables telles qu'il les a créées. Donc il crée pour son travail 2 tables. Une table qui suffixe GHO, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le nouveau schéma. La table en tout cas avec le nouveau schéma, donc on peut bien voir qu'elle a une nouvelle colonne, puis qu'il a commencé à copier des données. Et puis il a une table de travail. Donc ça c'est vraiment une table où on retrouve aussi les logs, mais il a quelques autres lignes qui sont ces structures de travail. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir lui passer des commandes pendant qu'il travaille. On va pouvoir lui demander par exemple sur un autre shell, où on peut lancer celui en arrière-plan, et on peut revenir et lui demander un statut. Et là, il va nous donner la ligne de statut. On peut lui demander de s'arrêter. Imaginons qu'on voit que ça charge trop la base de données, que ça pose des problèmes en production. On lui demande throttle, et dans ce cas-là, il s'arrête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas complètement. Il est juste en attente. Donc il est toujours bien abonné au binlog, il a juste arrêté de copier, et à n'importe quel moment, je peux le unthrottle, je peux le redémarrer. Imaginons que la charge sur la base de données elle est réduite, je peux le unthrottle, il va reprendre son travail. Il a des mécanismes de throttle automatique. Par exemple, on peut lui dire si la base, tu vois qu'il y a plus de 500 threads, alors dans ce cas-là, automatiquement, tu throttles, tu attends, et tu recommences. Il a plein d'options de ce type-là hyper intéressantes. On va le voir. Une fois que... on peut faire aussi un essai de rajouter une ligne pour voir un peu comment ça se comporte, par exemple. Donc là, je rajoute une ligne à ma table transaction classique. Hein. Et là, on voit dans Applied qu'il a bien resynchronisé cette nouvelle ligne, bien que, par exemple, il l'a peut-être déjà dépassé dans la copie.
Donc peu importe ce qui se passe sur la table, je peux supprimer des lignes aussi, qu'il aurait déjà copiées. Il va répliquer la suppression, et dans ma table gauche, j'aurai bien la suppression. Une fois qu'il a fini sa copie, il va, donc comme nous on lui a demandé de remettre à plus tard le switch, on le voit là, il a écrit postponing cutover, il a fini la copie, mais par contre, tout ce qui continue à se passer sur la table principale, il va continuer à le répliquer jusqu'au dernier moment, jusqu'à temps que je lui demande de effectivement faire ce qu'ils appellent le cutover, c'est-à-dire le renommage des tables. Donc là, si on lui demande de faire le cutover, ça se passe de manière simple, c'est avec des flags en fait. Là, il pose un petit fichier. Si je le supprime, c'est un flag pour lui, et il sait qu'il doit faire sa dernière opération. Donc là, on va lui demander, et si on revient là, on voit qu'il a fait les dernières opérations qui sont ici, qu'il a fermé le stream. Et si on va voir maintenant notre base de données, on va avoir une table transaction. Si on regarde la table transaction, elle a bien notre nouvelle colonne. J'aurais bien normalement la ligne qu'on avait ajoutée en cours de travail. C'est bien là. Et si par défaut il la garde, si on peut lui demander de la supprimer automatiquement, mais par défaut il garde l'ancienne table. Si on se rend compte au bout d'un quart d'heure qu'on a fait vraiment une grosse erreur ou que le nouveau schéma marche pas du tout en prod, on peut assez facilement, cette fois avec un petit downtime, parce qu'il faut faire un rename manuel, et ça, du coup, ça se passe pas sans downtime, mais ça permet au moins, ou si on avait fait passer un drop de colonne, bah, on a cette version-là qui est une espèce d'historique, puis on peut la copier quelque part pour la récupérer et la dumper, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Donc là, on a vu, on l'utilise en ligne de commande, mais bien sûr, on n'aime pas, comme tout le monde, faire des trucs à la main. On sait qu'on va se planter un jour ou l'autre, donc on avait besoin que ça soit intégré à notre pipeline de déploiement. Pour tous les autres changements de schéma, on utilisait déjà un outil qui s'appelait FlyWayDB, qui permet de gérer les migrations de schéma, et il les versionne, il applique quand il y a besoin, il sait vraiment faire une bonne gestion de l'historique des changements de la base de données. Par contre, lui, il les applique de manière classique, c'est-à-dire qu'il se connecte avec JDBC, c'est un outil en Java, FlyWayDB, il se connecte en JDBC à la base, et puis il applique alter, table, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en réalité, on a intégré Ghost à FlyWayDB d'une manière assez simple. Quand on voit que c'est un alter table, on passe sur Ghost. En tout cas, on demande à Flyway d'utiliser Ghost. Et quand c'est un create table, par exemple, on laisse FlyWayDB faire ce qu'il fait d'habitude avec JDBC. Donc ça se passe de manière assez simple. Sur FlyWayDB, on peut implémenter une interface qui s'appelle Migration Executor. Là, d'habitude, dans cette fonction-là, sur l'implémentation par défaut, il y a globalement uniquement la dernière ligne que vous voyez, execute SQL. Le JDBC template, c'est la connexion, et le statement, c'est create table xxx. Bah là, on a juste rajouté un if. Si dans le statement, j'ai alter, alors je le fais avec Ghost, sinon je le fais avec du SQL pur. Avec Ghost, en SQL pur, pour les create tables, c'est une ligne, c'est ce qu'il y avait avant en fait, jdbc.execute. Et quand c'est Ghost, globalement, ça ressemble à ça. C'est un petit peu amélioré dans notre version de prod, mais globalement, c'est uniquement lancer le process Ghost, lui mettre tous les paramètres, attendre qu'il ait terminé son boulot, et c'est fini. Et donc, comme ça, ça nous a permis d'intégrer Ghost dans tout le pipeline, c'est automatisé, et on bénéficie de l'application des schémas sur les alters qui sont conséquents, et pour tous les autres, on n'a pas besoin de l'overhead, de lancer un autre process pour faire un create table, etc. Alors, il y a quelques petits éléments qui sont d'ailleurs vraiment bien documentés, mais que je peux vous repréciser, sur lesquels il faut faire attention les premières fois où on l'utilise.
Tout d'abord, il préconise toujours de faire 1, 2, 3 tests pour se familiariser à l'outil quand on en a sur un réplica. Ça permet de faire exactement toute l'opération, sauf que au lieu de le faire sur la base principale, on le fait sur réplica. Ça n'a pas d'impact du coup sur la charge de votre serveur de production et ça permet de vérifier tout le process. Que vos réglages sont bons, par exemple, il y a beaucoup de réglages, typiquement le nombre de rows qui sont copiés en un bloc, ben, ce réglage-là peut grandement changer en fonction de la taille de vos tables, de volume de données à répliquer et de la vitesse à laquelle on veut qu'il réplique. Plus on va mettre des gros blocs, plus il va répliquer vite, par contre plus ça aura une charge importante sur les serveurs. Donc tout ça, ça se règle. La toute première fois en prod, le faire sans le -execute, bien sûr, ça nous permet de vérifier que toutes les confs sont bonnes. Il va vérifier par exemple que le binload est bien activé, enfin il va vérifier plein de choses, que le user que vous allez utiliser pour vous connecter à la base de données a bien les bons droits, parce qu'il va faire des create tables, il va s'abonner au binlog, tout ça, il faut des droits, des grandes spécifiques MySQL, tout ça il va le vérifier. Ensuite, sur les premières fois où vous allez faire ce qu'on appelle le cutover, il faut bien vérifier que votre table Ghost et votre table classique sont complètement synchrones. Il peut y avoir, si vous n'avez pas bien regardé les temps de lag par exemple, s'il y a beaucoup d'événements sur d'autres tables que la vôtre dans le binlog, il se peut que vous n'ayez pas encore répliqué la dernière insertion. Si les deux tables ne sont pas synchronisées, il ne voudra pas faire le cutover. Dernière chose, si vous lancez des vraies migrations en prod en ligne de commande, utilisez toujours une session qui va tourner en background. C'est souvent quand même des opérations qu'on fait sur des grosses tables, donc ça prend du temps. Typiquement, nous, ça prend entre 3-4 minutes sur des tables où on veut quand même du Ghost parce qu'il n'y a pas énormément de données, mais il y a beaucoup d'activités et on ne veut même pas la loquer pendant 10, 15, 30 secondes, ça ferait trop. Donc on utilise quand même Ghost et dans ce cas-là, ça dure 5-10 minutes. Sur des tables qui ont 300 millions d'enregistrements, globalement, ça peut mettre 50 minutes, 1 heure. Donc là, il y a de grandes chances que si vous l'ayez lancé depuis n'importe quel terminal, ça soit fermé depuis longtemps. Donc utiliser un screen, un tmux ou juste mettre le process en background. Mais voilà, mais ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois. Alors pour qu'il fonctionne, il y a plusieurs contraintes. La première, c'est, on l'a vu bien sûr, il faut que le binlog soit activé sur votre serveur MySQL, c'est-à-dire qu'il propose au réplica un fichier dans lequel il y a toutes les insertions, updates écrits. C'est pas activé par défaut sur les serveurs MySQL, sur Amazon non plus, sur les serveurs RDS ou Aurora, c'est un paramètre qu'on doit activer. Et en plus, il supporte un mode particulier. Le binlog peut être peut avoir plusieurs formats. Donc il y a des formats raw où dans le binlog, il va écrire une ligne pour chaque insert ou update. Il y a un mode statement où il va écrire, s'il y a plusieurs statements dans le même commit, il va écrire statement par statement. Le mode qui est supporté par Ghost, c'est le mode raw, c'est RBR. Donc il faut absolument que votre binlog soit de ce format-là. Les foreign keys ne sont pas supportés. Il y a pas mal d'articles hyper intéressants sur le blog de Shlominot, justement. Lui, c'est pas un gros fan des foreign keys de base. Ils en ont peu ou très peu sur le schéma. Donc, ils ne l'ont pas intégré sur Ghost. Il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis assez d'accord avec lui. En production, sur des gros volumes, les foreign keys, ça nous pose pas mal de soucis. On peut évoquer des choses de type, nous par exemple on a des blocs de suppression quand un user va s'en aller par exemple, ça nécessite de supprimer des données dans beaucoup d'endroits. Si on le fait dans une transaction, typiquement c'est à peu près la même chose, c'est une transaction qui va durer hyper longtemps. Et si on ne le fait pas, c'est hyper difficile parce qu'il faut cascader tout doucement pour qu'on n'ait pas de contrainte de foreign key.
Euh, Néanmoins, vous pouvez quand même conserver des foreign keys. Il faudra juste, Ghost va les supprimer. En tout cas, il ne va pas les créer. Et il faudra vous les recréer après manuellement. Ou de manière automatisée aussi, mais il faudra les recréer. Les triggers ne sont pas encore supportés non plus. Par contre, ça c'est dans la roadmap de tête. Et bien sûr, il faut que les tables d'origine et la table Ghost, elles partagent une clé unique. Il faut qu'ils puissent savoir, par exemple, s'il y a eu un delete sur la table originale, il faut qu'ils soient en capacité de delete dans la table Ghost. Donc typiquement, on ne peut pas faire un drop de la primary key. Vous ne pouvez pas changer la primary key entre la table d'origine et la table Ghost. Dans toutes un peu les investigations qu'on a fait pour résoudre notre problème, on a trouvé pas mal d'autres outils. Globalement, celui qui est vraiment aussi très très utilisé, c'est celui qui est dans la suite Percona. Percona, c'est une boîte qui fait une suite d'outils, certains payants, certains gratuits, pour pas mal de bases de données, et notamment ils font beaucoup d'outils pour MySQL. Et ils sont tous vraiment de bonne qualité, celui-là aussi. Il a un fonctionnement très proche. La seule différence, c'est que lui, il utilise des triggers. Donc ça a plusieurs problématiques qui a empêché GitHub de l'utiliser. En fait, c'est un des premiers outils qu'ils ont évalué. Les triggers, ça leur posait pas mal de contraintes. Dans la documentation de Ghost, c'est vraiment bien expliqué pourquoi ils ont choisi de faire une solution triggerless, justement. Mais sinon, cet outil, en règle générale, il marche très très bien et il a aussi pas mal d'options. Il y a un autre outil qui avait été fait par Facebook aussi. Donc quand on voit la liste des outils, maintenus, pas maintenus, on se dit que ok, il y avait quand même un problème avec les alters dans MySQL. Celui de Facebook est très très peu maintenu, il y a très peu de commits. C'est intéressant de voir un peu... ils ont apporté quelques petites idées, notamment cette notion de cutover qui n'était pas dans Percona, le fait de pouvoir switcher de la table Ghost fantôme à la vraie sans interruption. Ils avaient déjà posé quelques briques, mais cet outil n'est plus vraiment maintenu. SoundCloud en a un aussi qui doit être écrit en Ruby, qu'on n'a pas testé du coup. On n'a pas réellement de maîtrise et de compétences sur le Ruby, donc on a préféré Ghost. Et il y a quelques éléments qui arrivent, il y a notamment dans les versions plus récentes de MySQL, ils améliorent certains éléments, notamment il y a un peu moins de limitations, ils ont dans certaines conditions très précises ce qu'ils appellent le online DDL, c'est-à-dire qu'on va être capable de rajouter une colonne si c'est la dernière, qu'elle a une valeur par défaut, enfin voilà, dans quelques cas très très précis, on va être, en tout cas on peut se passer d'un outil, mais les limitations sont vraiment fortes, on ne peut pas faire une pause pendant qu'il fait son opération, il fait une opération qui ressemble en interne, mais on n'a pas de contrôle, on ne peut pas rollback si on voit que ça s'est mal passé, voilà. Ça peut sauver si on n'a rien, en regardant bien la doc, et en choisissant un peu la façon dont on va ajouter sa colonne, on peut faire quelques petites choses. Et sur Amazon Aurora, ils ont aussi une fonctionnalité qui s'appelle FastDDL, qui est à peu près le même type d'option qu'ils proposent. Elle est pour l'instant, et depuis, ça fait 2 ans qu'on utilise Ghost. Depuis 2 ans, cette feature, elle est toujours dans le mode lab, donc avec un encart marqué « l'utilisez jamais en prod ». Et ça va pas bouger. Donc on l'a testé, ça fonctionne. Il y a aussi pas mal de contraintes. C'est un peu le même genre. Il faut que ça soit en dernier. Il faut une valeur par défaut. On peut pas dropper une colonne. Enfin voilà, il y a pas mal de contraintes importantes. Ben, on a fait le tour. S'il reste 30 secondes, si jamais vous avez une question. Oui. Non. Oui. Dans le cas où on fait un rollback, c'est-à-dire qu'on aurait gardé la table d'elle et qu'on voudrait revenir en arrière, est-ce que Ghost nous aide et continuerait à synchroniser, par exemple, etc. Non. Là, c'est vraiment, on l'a pour sauvegarde. On peut faire des choses avec,
mais on ne peut pas faire un rollback sans pot cassé. On peut dire, ok, bah, ces 10 minutes-là, je les ai perdues, et au moins on revient à une situation nominale, mais il ne continue pas, par exemple, à resynchroniser dans l'autre sens ou quelque chose comme ça. Ouais, techniquement, est-ce que ça pourrait le faire? Techniquement, oui. Il y aurait les briques nécessaires pour. C'est des choses qui peuvent aussi se proposer. Il est complètement open source, ouvert à la contribution. Oui. Ouais, petite question. On a parlé que de alter, mais est-ce que ça marche pour supprimer une colonne pour faire des opérations? On a parlé beaucoup d'alter, effectivement. Est-ce que ça marche pour d'autres opérations? Ça marche pour toutes les opérations qu'on ait, ou beaucoup, il y a quelques limitations précises, hein, comme on l'a dit, foreign key par exemple, mais sinon ça marche pour toutes les opérations qu'on peut mettre après un alter table. Donc ça peut être create index, ça peut être drop colonne, ça peut être rename colonne, ça peut être ajouter une valeur par défaut, enfin on peut faire tout ce qu'on peut faire avec alter. Pour, non, non, parce qu'en fait, ça, ouais, est-ce qu'on peut modifier des données? Non, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire non plus. Il est vraiment sur ce segment très spécifique qui, en réalité, qui pose problème parce que typiquement un alter sur toutes les tables, c'est des choses qu'on a fait. On sait globalement le faire sans outillage particulier. Il suffit de 10 lignes de n'importe quel langage, faire un alter tranquillement, faire des blocs de commit de 50 000 par exemple, et en quelques dizaines de lignes. C'est pas vraiment une problématique sur MySQL, en tout cas qui n'est pas soluble de manière assez simple, les changements de données. N'hésite pas à venir. Merci beaucoup.